De retour en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, nous accueillons sur le plateau de la tribune notre invité, Gianmarco Monsellato, président de Deloitte France et Afrique francophone. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous allez intervenir dans quelques instants sur le sujet de l'IA, des algorithmes, qui est un sujet très présent dans ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le thème retenu par le Cercle des économistes, c'est recréer l'espoir. Est-ce qu'on peut retrouver l'espoir par la technologie, les algorithmes et l'IA? Ça, c'est une question philosophique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une très très vieille question. Rien qu'algorithme, c'est un mot qui a 2000 ans. Rhythmos en grec, c'est les nombres. Et ça fait longtemps qu'on se pose la question du déterminisme avec l'algorithme. Depuis Pythagore jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, on en parle depuis très longtemps. Et c'est toujours demain. C'est toujours la prochaine évolution. Là, en revanche, ce qui est particulier, c'est qu'on a un moment de bascule, de maturité, non pas du fait des algorithmes qu'on maîtrise depuis très longtemps, mais du fait de la puissance de calcul qu'on est capable de mettre derrière ces algorithmes. Et donc, ça fait qu'effectivement, les ChatGPT et autres intelligences artificielles, qui sont des algorithmes très sophistiqués avec une très grosse puissance de calcul, permettent, dit-on, de prédire l'avenir ou de fournir des réponses exactes, simplement en analysant les données passées et en calculant des probabilités à répétition, de manière très rapide. Et ça, est-ce que ça va recréer l'espoir? Est-ce que ça va entraver la liberté? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça change une chose fondamentale, pour le meilleur ou pour le pire. C'est que ça va rendre obsolète le savoir-faire purement technique. Depuis quasiment un siècle, on a créé beaucoup de professions, beaucoup de savoir-faire sur des process techniques dans les métiers du conseil, de l'audit, dans la finance, dans le droit, dans beaucoup de domaines. Ça, demain, indéniablement, un algorithme avec une IA fournira la réponse plus rapidement et plus précisément. Donc ça, on peut dire que c'est terrible parce que ça va enlever des emplois, puis ça va nous soumettre au déterminisme de l'IA qui va donner la réponse. On ne pourra pas comprendre si elle a raison ou si elle a tort. Oui, mais de l'autre côté du miroir, la réalité, c'est que ça va forcer, si je puis dire, l'humain à se réapproprier ce qui fait son humanité, la décision. L'art de juger, l'art de décider. Et la décision, la direction va redevenir un art puisque l'IA va vous donner des réponses qui seront la copie du passé, ni plus ni moins. À vous de prendre la décision appropriée par rapport à l'environnement. Laissez-moi prendre un exemple très simple. Les échecs. Ça fait bien 20 ans que les machines battent les meilleurs joueurs d'échecs tout le temps. Et les jeux d'échecs a connu une renaissance depuis ces 20 ans. Avant les machines, on avait des joueurs russes, c'était très ennuyeux, très forts calculateurs. Depuis les machines, plus aucun humain ne peut battre une machine. Qu'est-ce que font les champions d'échecs? Ils s'entraînent avec les machines, beaucoup, et quand ils jouent l'un contre l'autre, les meilleurs joueurs du monde ont cette capacité à jouer un mauvais coup, entre guillemets, à sortir du déterminisme, à créer du chaos, et à prendre le contrôle de la partie en créant du chaos, en sortant des chemins battus. Et ça va être ça, l'art de décider, demain. Donc pour nos clients, c'est passionnant, et nous on travaille beaucoup avec eux à travailler les cas d'usage. Dans quel cas d'usage c'est pertinent, dans quel cas ça ne l'est pas, mais aussi comment on certifie, parce que l'IA, elle peut, comme on dit, elle peut halluciner. ChatGPT qui va à 7 ou 8 occurrences, elle peut faire une occurrence complètement fausse, vous ne le saurez pas a priori. Donc comment aussi certifier, apporter de la confiance à ces résultats d'IA, complexifier. Et deux, pour nous, nous-mêmes, on est en train effectivement de travailler sur des pilotes, voire refaire les façons de travailler, recréer les compétences chez nous, pour demain à la fois conseiller nos clients dans leur adoption de l'IA, mais nous l'appliquer à nous-mêmes pour les consultants et les auditeurs du futur. Là-dessus, justement, quand on est le président de Deloitte France, on est en contact très souvent avec les dirigeants d'entreprise du pays. Comment on lève justement un petit peu les appréhensions, le côté anxiogène que peut se développer justement cette question de l'intelligence artificielle dans le corps social des entreprises? Comment on appréhende le sujet de manière positive quand on est à l'écoute, comme vous, des grands dirigeants d'entreprise? Effectivement, les inquiétudes sont de plusieurs types. Le premier, c'est effectivement l'ubérisation du business model de beaucoup d'entreprises qui diront demain, n'importe qui sans capital peut me venir faire ce que je fais mieux et quelle est ma proposition de valeur. Deuxièmement, la crainte des impacts sociaux, de devoir détruire de l'emploi. Puis troisièmement, on ne se rend pas trop compte des changements géopolitiques. Parce qu'aujourd'hui, si je caricature, le capital est au nord et on a envoyé beaucoup d'emplois moyennement qualifiés dans le sud. Demain, l'IA va surtout impacter ces emplois peu qualifiés.
Donc il va y avoir des changements profonds, géopolitiques dans les entreprises, comment je gère mes usines, mes centres de production lointains. Mais face à cette crainte, la meilleure réponse, c'est au contraire d'avancer, d'explorer. Parce que l'IA, en donnant de la liberté aux gens, va répondre déjà à terme à la question que se pose tout chef d'entreprise, comment donner du sens au travail. À partir du moment où j'enlève la partie bureaucratique, administrative, répétitive du travail, je redonne du sens au travail. Ça, c'est quelque chose qu'ils cherchent à faire. Et ça, quand c'est expliqué auprès des salariés, des collaborateurs, est-ce qu'ils sont sensibles à ces arguments? Est-ce qu'ils le comprennent? Oui, si vous venez avec un chemin, c'est-à-dire un chemin de formation. On va se rappeler assez rapidement que dans ESG, il y a le mot G. C'est-à-dire qu'il va falloir, enfin la lettre, pas le mot, ça va être la responsabilité des entreprises de former leurs équipes à l'IA, aux usages de l'IA, pour pas qu'elles deviennent obsolètes. Donc il y a un énorme travail de formation pour les entreprises sur leurs talents. Et il y a un changement qui est soit angoissant, soit passionnant. C'est qu'aujourd'hui, toute entreprise, elle gère ses talents selon un modèle de compétences, d'acquis, dans les écoles, dans les formations, etc. Demain, avec l'IA, ce ne sera plus un modèle d'acquis, ce sera un modèle de capacité. Qui a le talent et la capacité d'apprendre? Qui a le talent et la capacité d'évoluer dans les environnements ambigus? C'est très compliqué parce que tout notre modèle, on a appris à recruter sur base de diplômes, d'un certain type d'acquis, d'un certain type de modèle, va totalement chambouler par cette révolution technologique où c'est pas tant le diplôme que vous avez ou le cursus que vous avez qui va compter, mais votre capacité à vous adapter, à évoluer en univers incertain et à complémenter une équipe qui sera d'ailleurs virtuelle, mi-physique. Ça, c'est un changement de modèle effectivement qui interroge beaucoup les dirigeants. Ils disent comment je fais pour tout réinventer. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Par contre, il faut commencer maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous non plus. Gianmarco Monstellato, un des sujets aussi qui a beaucoup préoccupé les entreprises depuis ces derniers mois, c'est la pénurie de certains emplois. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on a toujours justement des tensions très fortes? Par exemple, sur la question de l'IA ou des métiers de la tech, on dit qu'aujourd'hui, on ne forme pas suffisamment de codeurs, on ne forme pas suffisamment de data scientists. Est-ce que la France pourrait être à un moment donné pénalisée parce qu'elle n'aurait pas suffisamment anticipé ces emplois de demain? Aujourd'hui, la France est déjà pénalisée parce qu'on a beaucoup sous-estimé l'importance des mathématiques et des sciences. Donc beaucoup de pays, y compris en Sud, sont meilleurs en code et meilleurs en mathématiques que nous, donc les emplois sont allés là-bas. Néanmoins, la première impact de l'IA, c'est de coder à votre place. Donc les codeurs vont être les premiers remplacés par l'IA en réalité. Beaucoup de codes sont faits par l'IA de manière très bien. Donc le code, c'est déjà le passé. Les métiers qui sont aujourd'hui déjà en pénurie, c'est ce qu'on appelle les prompteurs d'IA, ceux qui savent poser les bonnes questions aux IA. Ça, les codeurs, ils sont tous en train de se recycler là-dedans, parce que c'est très recherché, parce que il faut savoir poser une question à l'IA, il faut savoir paramétrer une IA. Ça, c'est des talents qui s'acquièrent. Donc ça, aujourd'hui, la France, effectivement, peut jouer si on revient aux fondamentaux de l'éducation française, qui est quand même une éducation humaniste qu'il faut garder, mais aussi très mathématique. Les mathématiques font partie des humanités à la base. Et il y a des corps de talent que tous les jeunes doivent acquérir. Après, ils font ce qu'ils veulent pour pouvoir être pertinents sur le marché du travail. Et demain, comme aujourd'hui, mais encore plus demain, si vous n'êtes pas capable d'avoir un raisonnement logique, de comprendre comment fonctionne un algorithme et ses biais, et donc d'avoir un minimum de base de mathématiques et de raisonnement d'ailleurs qui peut être philosophique ou littéraire. Bref, si vous ne savez pas raisonner et penser, vous serez peu employable. Et ça, c'est d'abord le rôle de l'éducation, mais aussi le rôle de l'entreprise, de reformer régulièrement ses employés. Alors nous, chez Deloitte, on fait ça depuis tout le temps, c'est notre ADN. On est une énorme usine de formation, si je puis dire. Donc on les forme sans arrêt aux compétences de demain. Mais en fait, nos clients vont devenir comme nous. Ils vont être d'énormes organismes de formation pour que leur talent puisse être productif. Gianmarco Monstellato, hier nous avons publié un sondage exclusif avec l'Institut ELAB, avec CCI France, sur justement cette capacité des Français à faire confiance dans un contexte justement guerre ukrainienne, inflation, tout ça dans un thème recréer l'espoir. Vous, quand vous prenez justement le baromètre auprès de vos clients, de vos partenaires, des chefs d'entreprise, voilà, comment vous estimez-vous aujourd'hui le capital confiance des chefs d'entreprise dans l'économie française? Le capital confiance, d'après ce que je peux en voir, il reste assez solide dans l'économie française, qui est une économie qui a ses faiblesses comme toutes, mais qui a quand même des fondamentaux très sains. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, le futur est plus positif pour la France que pour notre voisin allemand pour des raisons conjoncturelles. C'est la première fois que ça arrive depuis longtemps, mais ça arrive en ce moment.
En revanche, le capital confiance, là où c'est passionnant, parce que la confiance, c'est aux clés de ce qu'on fait. Chez Deloitte, notre signature, c'est une signature qui inspire, qui apporte la confiance dans les transformations des entreprises et des marchés. Donc nous, ça nous préoccupe beaucoup. Avec l'IA génératrice, les confiances, elles vont devenir encore plus clés. Parce que c'est pas parce qu'une IA vous génère quelque chose que c'est vrai. Donc il va falloir des gens qui soient capables de certifier que oui, la production de cette IA, elle est exacte, elle n'est pas biaisée. Que ce soit dans le monde politique, qui n'est pas le nôtre, ou dans le monde économique, qui est le nôtre, c'est absolument clé. Et demain, jusqu'à aujourd'hui, tous, on faisait confiance à ce qu'on voyait. On faisait confiance à l'écrit. C'est fini. Vous ne pourrez plus faire confiance à ce que vous voyez ou à ce qui est écrit, à ce que vous attendez. Vous ne pourrez faire confiance que si un tiers de confiance, comme un Deloitte ou d'autres, l'a revu, il a dit c'est bon, c'est exact. Ou non, ça c'est pas fiable. Et ça, pour les entreprises, c'est extrêmement important, parce que tous leurs projets, il faudra que quelqu'un, un expert ou un conseil de confiance, quelqu'un qui se confiance, se dise c'est bon, tu peux y aller, il n'y a pas de biais. C'est le sujet entre nous que se posent les politiques aujourd'hui, la relation avec la confiance, parce que tout peut être manipulé, tout peut être dévoyé pour des raisons de géopolitique ou autres. Et le monde politique a aussi à retrouver cette éducation de la confiance. Le monde économique est un peu en avance, puisque les acteurs comme nous le font depuis longtemps, mais on n'a jamais été aussi sollicité sur ces questions-là. Et tout le travail qu'on fait d'ailleurs, enfin une grande partie du travail qu'on fait sur l'IA avec nos clients, c'est comment mettre en confiance, si je peux dire, leur process de génération avec eux ou avec des tiers. Ça va être le grand sujet des 20 prochaines années. Gianmarco Monstellato, moi j'avais envie de terminer sur la question du climat, parce que chez Deloitte, il y a beaucoup de compétences et vous accompagnez beaucoup d'entreprises sur la décarbonation. C'est des sujets sur lesquels vous avez pris souvent des positions dans la tribune. Bon, bien sûr, parler climat quand on est ici en direct d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, à quel niveau de maturité vous trouvez que vos clients accélèrent dans leur plan de transformation sur ces enjeux de décarbonation? Il y a une accélération en ce moment. On est en train de passer de la phase du slogan, si je puis dire, à la phase de l'action. Et l'Europe est très en avance sur ses homologues américains et asiatiques. Là, on est vraiment en avance. Le phase du slogan, on l'a tous connu, c'est « je m'engage à décarboner pour 2050 », etc. Bon, c'est du slogan, c'est pas forcément des réalités d'ailleurs, ne fût-ce que parce que 50% des technologies pour décarboner en 2050 n'existent pas aujourd'hui. Donc on ne sait pas comment on va faire. Là, on passe dans la phase de l'action, avec des groupes qui décarbonent et qui vont décarboner encore plus pour avoir des business models qui soient équilibrés. Et là, la réglementation va aider, puisque les réglementations européennes qui vont permettre à tout le monde de parler le même langage, c'est-à-dire que quand une entreprise communique sur ses externalités climat, qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse le comparer et qu'on puisse l'auditer, si je puis dire, ça va paraître comme une contrainte dans un premier temps, mais c'est une énorme chance, parce qu'on va pouvoir justement avoir un rapport de confiance. Et certes, nos concurrents américains et asiatiques ne le feront pas tout de suite, mais ça, je suis persuadé que ce sera un avantage compétitif pour l'Europe, parce que le consommateur, il voudra être certain que ce qu'il achète a été décarboné. Les entreprises européennes vont être en capacité de le faire en confiance. Si leurs concurrents européens ne peuvent pas le faire, elles ont un avantage énorme. Merci Gianmarco Monstellato, vous êtes le président de Deloitte France. On aurait pu aussi dire quelques mots aussi sur l'Afrique francophone dans laquelle Deloitte est très implanté sur l'autre rive de la Méditerranée. Absolument. Merci à vous. On va poursuivre les programmes en direct sur latribune.fr autour des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à tous.